du nord de l'Espagne. Alors évidemment, comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, le Borja en question, que nous connaissons mal, ce Borja va attribuer à la famille, à sa famille, les terres les plus importantes. Certes, il n'y a pas d'incident, semble-t-il, dans cette répartition, mais les Borja, en tant que chefs avec des guillemets de cette petite paysannerie, vont tenter de s'anoblir, d'abord en se construisant une tour où d'aucuns persistent encore aujourd'hui à voir un château. Il n'est pas question de château, il s'agit simplement d'une tour à prétention nobiliaire. Alors comment vont-ils s'enrichir, ces Borja ? Bien, il semblerait que ce soit très simplement avec l'agriculture. Mais très vite, ils vont devenir de petits seigneurs. Ils vont s'allier avec d'autres familles locales, les Lansol par exemple, et ils vont devenir des Borja y Lansol. Il s'agit là d'une toute petite noblesse, il s'agit là carrément d'une parodie de noblesse, simplement. Mais ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que ces Borja sont des gens pétris d'ambition. Alors, comment peut-on réaliser ces ambitions dans cette région de Valence, nouvellement reconquise et en grande partie délabrée? Eh bien, elle se reconstitue, cette région, autour de ce que nous appellerions, nous, des élites intellectuelles et religieuses. En effet, les religieux qui suivent les armées vont prendre en main l'éducation. Alors, n'imaginons pas une éducation, évidemment, proposée à tout un chacun, mais une éducation réservée à la crème de ces gens-là, c'est-à-dire à cette toute petite noblesse. Et c'est ainsi que nous voyons surgir au XIVe siècle, à la fin du XIVe siècle, ce que j'appelle les premiers surdoués de la famille. Alors, ce premier surdoué s'appelle Alonso de Borja y Lansol. Il est né en 1378 et il mourra, nous le verrons bientôt, en 1458. C'est le premier surdoué de la famille, il a dû être choisi soigneusement par justement la famille en question, et on va l'envoyer faire des études. Alors là aussi, il faut mettre des guillemets parce que ces études sont encore rudimentaires dans les parages. Alors nous savons, les savants qui ont étudié la question sont à peu près tous d'accord sur la question, qu'il a dû étudier à Valence et à Lérida, mais attention, Valence n'est pas encore une université. Il a donc une culture juridique, mais une culture juridique qui est encore élémentaire. Alors évidemment, il va, comme tous ses successeurs dans la famille, il va recevoir une double formation juridique en droit civil et en droit canon, c'est-à-dire en droit religieux. Et armé de ces deux compétences, il va, nous ne savons guère comment ni pourquoi, il va se faire connaître des autorités administratives locales et on va lui demander d'exercer des fonctions, en gros, de jurisconsulte. Il se fait connaître ainsi du roi Martin Ier d'Aragon, nous ne savons pas, j'insiste encore, pourquoi, et il va devenir très vite bailli de Lérida. C'est-à-dire qu'il a des fonctions qui seraient celles d'un maire nommé. En tout cas, il est très jeune quand il reçoit cette fonction. Il se fait remarquer là aussi et la dynastie d'Aragon va faire appel très vite à ses services. La période, d'un point de vue religieux, est troublée. Nous sommes à l'époque où il est né en 1378, je le rappelle, où il devient un jeune homme. Eh bien, l'Église est divisée. Elle est divisée, c'est ce qu'on appelle le schisme, et là nous allons vivre la fin de ce schisme. C'est le grand schisme qui prend ses racines dans la délocalisation de la papauté en Avignon, et à la fin de cette délocalisation, eh bien, on se retrouve avec plusieurs papes. Pape romain, pape avignonnais, et tous, évidemment, sont en conflit. Le scandale, au sens religieux du terme, va très loin, puisqu'à un moment, on a même 3 papes, ce qui, nous le savons bien, est beaucoup trop. Donc il va falloir essayer de faire le ménage. Eh bien ce ménage, les souverains d'Aragon vont plus que les autres désirer le faire puisqu'ils ont besoin d'une église unie pour leurs projets et qui ne sont pas seulement religieux, qui sont politiques puisqu'ils commencent à regarder, on va le voir, vers l'Italie, vers le royaume de Naples. Alors, pour hâter la fin du schisme, on va faire appel à justement notre Alonso de Borja y Lansol. En effet, un concile très important qui s'est réuni à côté du lac de Constance, donc dans les années 1420,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.